Bonjour, bienvenue. Merci Gita de nous parler dans le chat. Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous dire bonjour et d'où vous nous rejoignez dans le chat. Et nous allons entendre encore quelques secondes que le reste nous joigne. Laxman, est-ce que vous pouvez mettre la diapositive de langue, la première? C'est le mois de l'orgueil. Alors, nous vous rappelons que c'est à célébrer la fierté. Bon, soyez les bienvenus. Je suis sûre que des autres vont nous rejoindre, mais nous allons commencer. Et nous attendons nos présentatrices. Pour l'instant, je vais vous rappeler les logistiques. Je m'appelle Bianca. Je travaille pour le secrétariat mondial comme la coordinatrice d'engagement mondial de Meningay. Je travaille avec le reste de l'équipe. Nous avons organisé cette assemblée de membres. Nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez rejoints. Dans la deuxième journée, nous allons travailler aujourd'hui dans la décolonisation autour de la session de travail décolonisation que nous venons d'avancer dans les derniers mois. Vous pouvez cliquer dans la langue de votre choix dans le petit monde que vous voyez sur la base de votre écran et vous pouvez choisir que ce soit l'anglais, le français ou l'espagnol. Et quand vous allez aux petites salles de réunion, vous devrez sélectionner votre langue aussi pour être avec les personnes qui parlent votre langue. Aussi, nous avons la traduction, les sous-titres faits par intelligence artificielle. Si vous cliquez sur l'image, dans l'icône qui dit CC, vous pouvez choisir aussi des langues que vous voulez, dans lesquelles vous voulez voir la traduction. Nous nous excusons parce que ce sont générés par l'intelligence artificielle. Il y aura des erreurs, mais nous savons qu'ils seront utiles si vous ne parlez pas l'anglais, le français ou l'espagnol. Et une autre note, j'établis une enquête. C'est un essai, je ne l'ai jamais fait avant. Vous avez reçu une, une question, la question de sondage sur la langue dans laquelle vous allez entendre. Vous pouvez cliquer dans la base de votre écran pour voir où il y a le mot Paul pour choisir votre séance de petite réunion. C'est un, c'est un test. Si ça ne marche pas, nous allons faire autrement, mais peut-être ce sera très utile pour nous pour créer les petites salles de réunion. Avec cela, je vais passer la parole à notre modératrice, Non Montecoso, qui va nous guider dans cette session. Merci à tout le monde. Ah, j'ai oublié de parler des directrices de participation. Il faut vous rappeler que nous créons un environnement, un espace en sécurité, inclusion et respect. Nous demandons que tout le monde soit respectueux, soit responsable pour soi-même, soit inclusif et qui suive les règles de l'amitié en ligne. Autrement, nous devrons éliminer les personnes qui ne respectent pas cette règle. Nous ne l'avons jamais fait, mais juste un rappel. C'est notre session décolonisation. Merci de précis. La session 5 pour décolonisation. Si vous avez votre caméra, vous pouvez les allumer. Est-ce que Tumi est arrivé? Je ne suis pas sûre.
Elle est sur le point de nous rejoindre. Alors, pour l'instant, je voudrais dire bienvenue. Il faudrait prendre un moment de silence quand nous arrivons et pour être dans l'espace, fermer les yeux, regarder dans une autre direction, que ce soit l'ordinateur pour un instant. Merci. Alors, nous allons entrer dans les petits groupes pour dire bonjour, comment nous sommes, nous sentons, nous présenter d'où nous venons. Et quand nous reviendrons à la session générale, nous allons commencer avec la session générale. Merci Bianca d'organiser cette session. Soyez bienvenus de nouveau, tout le monde. Merci. J'espère que vous ayez eu la possibilité de dire bonjour un petit peu, juste pour arriver. Bon, la session d'aujourd'hui, nous avons... Où est Laxman? Je ne vous vois pas. Nous avons Laxman du secrétariat mondial et aussi nous avons Tumi Komanyane de l'Afrique du Sud. Peut-être Tumi, si vous pouvez prendre une minute pour vous présenter. Et après, peut-être Laxman, vous pouvez vous présenter et nous allons commencer. Bonjour à tout le monde. Merci de m'inviter. Je suis Tumi Kamanyane. Je suis amie et alliée de Menengage. J'ai travaillé avec Menengage pendant 8 ans de ma vie professionnelle. Actuellement, suis des programmes dans l'engagement éthique des jeunes et je suis très, très contente de travailler avec vous aujourd'hui. Merci, Tommy. Merci de prendre le temps pour être avec nous. Laxman, est-ce que vous voulez dire quelques mots de présentation pour ceux qui vous ne connaissent pas? Merci. C'est très bon de vous voir, Tommy, après quelque temps. Je m'appelle Laxman et je suis de Népal, mais maintenant je travaille à Washington, D.C., aux États-Unis. J'ai travaillé avec Menengage depuis 2003-2004. J'ai commencé avec les groupes fondateurs du réseau en Népal. Après, j'ai travaillé dans la coordination du réseau régional de l'ECDACI pendant 5 ans et j'ai participé à Menengage quelque temps à niveau du comité exécutif. J'ai travaillé avec Toumi quand il représentait la région Afrique. Et maintenant, je travaille dans le secrétariat mondial. Alors, maintenant, je n'ai pas le rôle de secrétariat mondial pour cette session. Alors, je suis très contente d'être ici et j'espère d'avoir une bonne discussion. Merci, Laxman. C'est la session de colonisation. Nous allons regarder plus intérieurement pour faire un peu de réseautage. Nous allons voir où nous sommes et où nous avons été. Quels ont été les défis dans Menengage autour de ce sujet de la décolonisation? Quels sont les défis? Quels sont les succès? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Et pourquoi pas? Et nous ne devons pas trouver toutes les solutions.
Et je voudrais vous rappeler que Tumi et Laxman ne sont pas ici comme des experts. Ils ne sont pas ici pour répondre à toutes nos questions. Et nous sommes ici pour avoir un dialogue et pour partager et avoir un processus ensemble. Alors, je vous rappelle que vous ne devez pas avoir toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut vous poser. Alors, ayez grâce, de la grâce et de la compassion pour vous-même. Alors, je ne sais pas, Toumi, est-ce que vous voulez? Donc, c'est toujours une conversation assez intéressante à avoir. Et, hmm, je commence toujours avec la reconnaissance de ce que nous apportons, ce que nous sommes dans chaque espace. Fréquemment, les expériences autour de la conversation sur la décolonisation peuvent être remplies d'émotions et j'ai dit ça en ayant eu le privilège d'avoir travaillé avec Men Engage et en tant que membre de Gender Justice. Et une large partie des points de discussion, à mon avis, font leur écho de tant de manières. Lorsque l'on parle de la décolonisation, c'est toujours un point d'entrée politique sur des questions liées au travail sur le développement. Donc, le travail sur la décolonisation par défaut nous oblige à penser sur la positionnalité, l'intersectionnalité, ainsi que la manière dont nous sommes qui influence notre présentation dans les espaces. Selon le public, on peut décider de être plus mou, plus doux. Et c'est le travail qui a commencé avec Men Engage il y a quelques années. Parfois, il faut penser ou réfléchir au développement adaptatif. Nous devons penser à la localisation dans notre travail. Mais que ce soit que l'on parle de la décolonisation dans un sens très politique, euh, je, je crois qu'on a eu toujours des opportunités de réflexion. Dans ma réflexion de l'année que j'ai passée à travailler à Menengage, on a eu toujours la compréhension que les choses devraient être faites autrement. Mm. Donc, cette perspective visionnaire était liée aux théories autour de l'engagement des hommes ainsi que le début de ce qui est devenu le débat autour de Men Engage et les alliés des hommes et comment les partenaires ou les alliés aussi. Par exemple, je me rappelle les travaux des hommes féministes qui ont travaillé pour Men Engage. Et souvent, si on s'identifie comme féministe, je me rappelle le conflit que j'ai éprouvé. Je reconnais que Men Engage était en train d'adopter une position très progressive ou progressiste autour de la justice de genre. Mais si on considère les contreparties masculines, c'était un débat que nous avons eu à huis clos, mais qui a avancé tellement rapidement. Et je pense que le label Men as Feminists, les hommes comme féministes, était aussi ce qui avait pris le drapeau de la conversation. Donc, ce n'est pas mon intention de présenter un argument contre quelqu'un en particulier, mais si on pense au Men Engage, par exemple, on avait toujours ce stéréotype de avoir besoin d'avoir les hommes blancs dans Men Engage qui devaient aider la prise de décision, qui devaient présenter les stratégies, qui devaient se présenter face au reste de Men Engage pour dire les priorités à adopter. Je ne me souviens pas d'un espace où les femmes dans Men Engage croyaient on était déjà prêt à labelliser les hommes en tant que des hommes féministes.
Donc, c'était un moment extrêmement intéressant en tant que femme qui travaillait pour Medengage. Parfois, les femmes étaient vues comme les ennemis dans les espaces publics, mais aussi les femmes dont les voix étaient très puissantes autour des valeurs de l'engagement des hommes. Je me sentais un peu ignorée parce que j'étais vue comme membre de l'autre groupe qui décide d'être aveugle aux privilèges que les hommes choisissent par de faute et qui est vu comme le véhicule du système patriarcal qui applique le patriarcat en parlant au nom des hommes en tant que féministes noires et comme femmes noires. Donc, à part la labellisation et les questions de redevabilité, je pense que nous avons préparé le chemin pour quelques informations assez importantes. Mais je pense toujours que les informations n'étaient pas bien informées à ce moment-là. Mais à un certain moment, on a pensé à une approche descendante. Par exemple, voilà les stratégies, voilà le travail de plaidoyer. Mais puis, euh, au fur et à mesure que nous implémentions des communautés, on ne pouvait pas se lier au label des hommes comme féministes. Donc, parfois, je pense que lorsque l'on parle de la décolonisation, euh, par le passé, nous avons mis l'intellectualisme ou bien la théorie académique comme priorité. Sur ou par-dessus des solutions plus pratiques par le passé. Par exemple, nous étions très concentrés dans les théories dans les bailleurs de fonds, par exemple, mais je crois on aurait dû passer plus de temps avec la communauté parce que le label ne devrait pas passer par les technocrates de Menengage, mais surtout sur l'idéal et la possibilité de le soutenir. Donc, oui, c'est ça. Voilà la fin de mon intervention. Je vais m'arrêter ici. Et j'ai consacré tant de temps et je continue à travailler dans Menengage. Donc, c'est un sujet dont je pourrais parler toute la journée, en fait. Merci, Toumi. Merci d'avoir partagé ce background avec nous. C'est magnifique de voir que ça parle de votre expérience, de ce que vous avez vu, de votre vécu. Et nous parlons de l'histoire de notre organisation et pour voir ce que nous avons fait et où nous dirigeons à partir de cela. J'étais vraiment touchée par ce que vous avez mentionné sur les paroles ou les mots académiques et comment nous essayons de les appliquer et que nous voyons comment ces mots s'adaptent à chaque région, à chaque contexte au nom du progrès. Oui, en fait, nous disons toujours que tout aspect personnel est politique, tout aspect politique est personnel. Lorsque l'on se met à évaluer les prérequis des bailleurs de fonds et lorsque l'idée c'est de apporter des solutions utopiques, par exemple, il n'y a jamais assez de temps pour euh, se consacrer aux communautés et il faut avoir ce type de pensée. Nous terminons par concevoir des interventions pour convaincre la communauté que voilà, c'est ça la solution. Mais en fait, ce que l'on retrouve, c'est que plusieurs de nos solutions, une grande partie de notre travail a été limitée. On a, par exemple, 3 points de contact avec la communauté et on ne retourne jamais. Donc, c'est quelque chose que nous avons reconnu comme
quelque chose qui fait partie du processus de socialisation. Si on compte les quantités de leaders payés que nous avons formés, mais puis nous devons vérifier si le changement s'est soutenu et où est-ce que le changement était capable de se soutenir lui-même sans la participation de MenEngage. Lorsque l'on travaille au sujet de genre, parce qu'il y a une autre dynamique en tant que femme qui travaille dans MenEngage, nous constatons que parfois dans une réunion, il y a des points de discussion qui sont assez simples ou des détails qui sont assez simples dont nous ne nous rendons compte. Les femmes continuent à être celles qui doivent, par exemple, prendre les procès-verbaux des réunions, n'est-ce pas? Donc, ce sont des petits détails qui suivent les lignes, les directives des genres traditionnels. Mais nous n'étions pas très sûrs de contester tout cela parce que comment est-ce que les femmes dans Men Engage, comment est-ce qu'elles peuvent oser mettre en question les hommes qui appartiennent au Men Engage et qui sont féministes en fait? Donc, c'est difficile de faire face à tout cela lorsque l'on travaille avec les hommes de façon quotidienne. Et nous connaissons les principes, l'égalité des genres, la justice des genres, mais parfois le fait de savoir, de trop savoir, peut nous silencer lorsque comment est-ce que je peux dire à Latchman? Latchman, je pense que ce que vous avez fait a été quelque chose de très patriarcal. Je ne peux pas oser à lui dire ça parce que Latchman s'y connaît en féminisme. Il est un féministe au sein de Men Engage. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre ces expériences-là et commencer à leur donner une forme au travail avec les hommes et les garçons. Mais je pense qu'il faut lutter contre les points aveugles dans notre privilège. Et je me rappelle que en tant que femme au sein de Men Engage et en ayant une position de leadership, j'ai un certain privilège, mais même avec ce privilège, je suis toujours quelqu'un qui a peu de privilèges. Donc, en particulier, le sujet de la race par rapport à qui est considéré et comme le créateur des opinions au sein de Men Engage versus est-ce que l'on reconnaît les masculinités au sein de Men Engage qui ne suivent pas certains profils. Voilà le dernier exemple que je voulais mentionner. Je me rappelle une fois, nous étions en train de travailler sur le projet de paternité, les tâches ménagères en général. Et lorsque l'on pense aux caractéristiques d'un bon père, euh, c'est toujours un homme blond, aux yeux bleus, dans le pays nordique. Voilà les exemples de la paternité en naissance. Et je me souviens que j'ai pensé, oh, si j'étais une écrivaine et qui pourrait raconter des histoires sur les hommes qui habitaient à la Sierra Leone, il y avait des hommes qui avaient été affectés par la polio, par exemple, et qui étaient handicapés. Et il y avait par exemple un homme qui amenait son enfant à l'école, son petit garçon à l'école, en poussant une carte, par exemple, une carrosse en bois. Et c'est un homme qui ne s'ajuste pas à l'utopie, à cette image idéalisée de la paternité. Mais lorsque nous disons, voilà les hommes avec qui nous vivons, nos frères, nos maris, nos pères, j'ai ressenti toujours cette tension raciale. Parfois, nous privilégions une vision sur un homme idéal, mais puis nous allons à l'atelier et nous leur disons qu'un homme idéal, ce n'est pas nécessairement un homme musclé. Et un homme idéal peut adopter différentes formes, mais nos publications vise toujours un homme qui s'ajuste à un certain profil idéalisé. Donc voilà les expériences que j'ai vécues par rapport au travail que nous avons mené. Merci. Merci.
d'avoir partagé avec tant d'honnêteté quelque chose de tant profond, d'une grande profondeur. Merci d'être présenté de vous être présenté comme quelqu'un de vulnérable. Je vais passer la parole à Lachman. Les questions qui surgissent sont les suivantes. Comment est-ce que la culture a changé et quels sont les défis qui empêchent ce changement-là si le changement ne s'est pas passé déjà? Quel pas pensez-vous que nous devrions prendre pour donner une forme à ce changement? Il ne faut pas nécessairement répondre à ces questions-là, mais c'est un point de départ pour la réflexion. Merci, Toumi, d'avoir apporté ces détails. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce sont ça, les relations que nous avons adoptées à Men Engage. Je suis homme dans ce groupe, mais si on appartient au Sud global, la donne peut être encore plus complexe. En matière du paradigme, une chose avec laquelle je commencerai, ce serait en disant que Men Engage n'est pas immune à la structure, n'est pas exonérée ou exempte de la colonisation, etc. Nous devons travailler sur un modèle décolonial, nous aussi. Et si je pense que ça serait le point de départ. Nous continuons à essayer à changer à Menengage, mais il faut admettre que Menengage n'est pas une organisation verticaliste ou descendante, hiérarchicale par rapport à la composition originale. Peut-être que dans la pratique, on peut retrouver quelques approches verticalistes par rapport à comment nous nous organisons et qui avaient la permission, par exemple, de faire partie du groupe de la prise de décision et quelle voix était vraiment écoutée. Cela aurait pu être problématique, mais en tant que Men Engage, la vision que nous avons établie tout au début, lorsque nous avions la discussion sur l'intention derrière l'idée de construire une alliance telle que Men Engage était tout à fait différente. C'était d'avoir une entité d'une nature tout à fait différente pour aller à l'encontre des structures néocoloniales qui se présentent au nom des ONG ou des organisations régionales ou des organisations créées par les donateurs qui travaillent sur des récits spécifiques et qui se présentent comme différents. Je pense que c'était quelque chose de clé et nous avons eu une difficulté au moment de déterminer quelle était l'entité sur laquelle il était nécessaire, qu'il fallait viser, qu'il fallait cibler. Il y avait des circonstances où Menengage a fait face à certaines choses. Lorsque j'ai présenté l'Asie du Sud, nous avons tenu une conversation assez intéressante sur ce qui voulait dire d'appartenir à un réseau, un tel réseau. Ce que ça voulait dire de fonctionner de cette manière. Il y avait une certaine tension au sein de Menengage, mais cela ne nous a pas mené à la dissolution de l'organisation ou à une transformation de notre organisation dans une entité féministe. Plutôt, au contraire, nous avons continué à travailler avec le leadership de nos membres. L'idée était que Menengage devrait devenir un autre type d'entité où les voix de la communauté définissaient ce qui nous sommes, comment nous opérons, ce que nous faisons. Mais à la réalité dans laquelle Menengage fonctionner dans ce paradigme centré dans le néocolonialisme. Donc voilà, tout ça a été un grand défi. Et ceux qui se trouvent dans les positions de pouvoir
ne s'alignait pas avec nos principes. Donc, je pense qu'on est toujours dans le même paradigme. Je ne dirais pas que nous avons mené un travail magnifique en matière de où nous nous retrouvons actuellement en matière de la décolonisation de nos pratiques, mais la raison pour laquelle nous avons lancé cette conversation passe par le fait de nous mettre dans une position vulnérable et être honnête avec nos membres. Il faut leur dire que nous essayons de mener une discussion sur ce qui a surgi du symposium et que les décisions ne sont pas toujours prises par les personnes qui généralement ont des positions, sont dans les positions de pouvoir pour prendre les décisions, mais que nous visons à mettre tout cela en question et à agir différemment en créant davantage d'opportunités pour que nos membres aient un rôle d'une plus grande influence dans la définition de notre structure, dans notre organisation. Nous n'avons voulu jamais être une autre entité qui s'occupait des racines coloniales où on décide les choses d'une approche verticaliste, mais on voulait avoir des mécanismes fluides où le leadership reste à niveau des bases, des niveaux des pays. À niveau mondial, quand nous avons commencé, après quelques débats, à redéfinir comment nous organisons la situation à niveau mondial, comme tout me disait, engager les hommes et les garçons, tout le monde voulait le faire. Si nous voulons rester colonial, nous aurions dû faire quelque chose pour obtenir plus de ressources et être plus verticaliste en ligne avec le modèle économique néocolonialiste. Mais nous l'avons évité et nous avons essayé de l'éviter tant que nous l'avons pu à mesure en tant que groupe mondial. Et nous nous centrons et nous envoyons les voies de base. Nous essayons d'éviter ceux qui sont dans le secrétariat mondial ne sont pas les seules voix. Alors, comme Laxman, je ne serai pas dans tous les espaces pour représenter Meningate. Nous essayons de diversifier les visages et les leaders dans les espaces. Quand même, de nouveau, ce qui est très intéressant est que, étant un réseau lidéré par des membres, les défis sont que quelques membres, par défaut, deviennent les visages dans le site. Et parlant de renforcer les agences qui ont lidéré avec le pouvoir du Nord global et qui continue à être le visage pour quelques raisons, il reste, il continue à n- nous demander un défi pour que l'inclusivité soit la règle. Et nous avons ces principes féministes dans l'organisation, notre approche des choses. Alors, je pense que comme Man Engage, oui, nous sommes encore à un point où l'intellectualisme continue à agir. En général, nous avons tendance, hier, par exemple, je parlais avec l'un des collègues du réseau régional et avoir ce type de débat avec nos leaders régionaux, des réseaux régionaux. Et il, il est très, très difficile d'être dans cet espace. Quand il y a des fois quand on pleure quand on sort de réunion et je l'entendais et je me rendais compte quel espace c'est ça. Et moi-même, je me trouve comme un leader dans cet espace ou lié à cet espace. Et c'est
drôle dans ce moment et j'essaie d'entendre, de la soutenir dans son expérience. Mais aussi, il faut amener un peu de critique dans notre rôle comme leader. Et dans cette cherche, le défi et le dilemme que j'ai toujours eu est que, d'un point de vue d'identité, je suis une personne non blanche et je je suis située aux États-Unis, je travaille à niveau international par défaut dans une organisation du Nord global dans le Nord global et quand on essaye de décoloniser et de voir cette, ces approches non correctes parmi nos leaders dans les régions, qu'est-ce que ça veut dire de notre perspective de décolonisation? Qu'est-ce que la décolonisation devient un outil ou une barrière pour avancer vers ce que nous nous avons accordé comme mission, comme outil? Et les attentes de nos propres membres aussi. Des fois, nous sentons que Meningace est une grande entité globale qui peut nous protéger de tout ce qui va arriver et c'est l'obligation de Meningace de nous protéger. Nous entendons cette mentalité dans nos membres aussi. Meningace, par défaut, n'a jamais été créé pour devenir cette entité mondiale qui va protéger ou avoir la capacité de protéger tout le monde de la manière dont on l'attend. Meningace, à ce moment, n'est pas un groupe colonial ou une entité coloniale qui aura du pouvoir pour contrôler ou protéger nos collègues dans l'Afrique du Sud, par exemple, ou s'il y a des problèmes, des défis, que nous puissions le protéger. Alors, cet paradigme de protection du point de vue patriarcal n'est pas la manière dont on s'est créé, mais en effet, ce que je comprends, c'est de ce qu'on est et que comme, nous, en tant que Menengage Global, nous sommes protégés par nos membres et j'espère qu'ils nous protègent et non au contraire parce que nous sommes une entité mondiale. C'est une horizontalité mutuelle dans notre rapport et nous essayons de nous repositionner de la manière dont la le pouvoir sera dans les membres, non dans le secrétariat mondial. Alors voilà quelques dilemmes sur cet concept idéalistique ou théorétique. Il faut l'amener à la pratique. Alors, comme je vous montre mon propre vulnérabilité depuis Népal jusqu'à maintenant où je suis dans le secrétariat mondial. Alors, le dernier point, comme j'ai dit dans la première session, la décolonisation n'est pas seulement une vertu ou un discours de ou un binaire vers nord global vers sud global. Je suis du sud global et je suis par des modèles de colonisation, de modèles colonial dans mon propre pays, dans ma propre région aussi. Je peux manifester cette modalité coloniale de pouvoir et d'approche dans mon propre pays. Alors, ce n'est pas une question de ah, le nord global vers contre le Sud global, mais la manifestation dont les choses sont évaluées et l'institution dont acceptée la colonisation se manifeste dans des différentes régions, dans les différents pays, sur la base du pouvoir que certaines organisations grandes ou, ou en particulier que les organisations ont par vertu des rapports avec le pouvoir global. Il faut voir comment nous approchons ce défi à niveau interne. C'est une question plus qu'une réponse. Alors, je m'arrête là. Hein. Merci, Laxman. Merci.
Je suis reconnaissant de votre position personnelle en tant que personne du Sud global. Il y a en même temps un rôle dans le secrétariat mondial et qui est situé dans le Nord global. Alors, c'est c'est aussi il s'agit de nous, c'est dans notre travail, dans notre processus et ce que je lis dans le chat et comment comme nous prenons notre responsabilité et comment nous créons des structures pour créer les conditions correctes, spécialement pour nos collègues femmes, pour donner des feedbacks à qui nous pensons que sont les décideurs, pour faire les choses claires, pour créer des conditions qui soient faciles. Ce n'est pas facile, comme disait Tumi. Ce n'est pas toujours facile de donner du feedback, de donner des réponses. Ce n'est pas une question d'appeler nos collègues, et spécialement dans les espaces où nous savons que nous nous réunissons parce que nous travaillons vers le même objectif. Mais nous venons de différentes histoires et nos connaissances ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes niveaux de compréhension. Nous n'avons pas fait le même travail intérieur. Alors peut-être c'est un peu complexe. Nous pouvons avoir la même vision, nous sommes d'accord dans le papier, mais dans la pratique, c'est différent. Et il y a des défis dans la situation auxquels nous faisons face. Et j'entends ça. Et je voudrais revenir aussi à cette expression qui décide? Qu'est-ce qu'un féministe? Alors, cela revient à comment dire, comment décider. Bon, je suis un membre, je suis un partenaire. Qui décide si vous êtes un membre, si on expérimente des actions? Alors, avec cela, je viens de lire un commentaire qui dit, bon, où nous sommes, bon, ça dépend du contexte du pays. C'est bon de dire que les gens sont féministes parce que ça change leur comportement. Et nous entendons aussi que on ne peut pas décider seulement de s'appeler féministe sans faire le travail parce que cela demande du travail. Ce sont ceux qui s'identifient comme des femmes qui disent: «Cet homme est un féministe» et nous le savons par les actions. Oui, merci de l'avoir mentionné. C'est très important parce que comme vous avez dit, nous pouvons nous perdre dans les mots académiques, les nouvelles mots et cela nous connecte avec le financement. La question des bailleurs de fonds qui demandent quelques mots, quelques projets spécifiques qui limitent la façon dont nous voulons faire le travail. Cela devient un obstacle au progrès envers la décolonisation et le changement. Si nous nous accordons à ce que les bailleurs de fonds demandent de nous. Merci. Je pense qu'avec tout cela, ça a été vraiment beaucoup d'informations. Bianca, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous allons dans les petites salles de réunion? Et après, nous allons faire une pause et nous allons revenir pour travailler en profondeur dans le débat de ce que nous avons entendu et ce que nous sentons aussi, ce que nous sommes en train de expérimenter dans notre corps. Qu'est-ce que nous pensons qui est nécessaire ou qui n'est pas nécessaire? Bienvenue de retour. C'est difficile lorsque les gens reviennent d'une pause parce qu'on ne sait pas si les gens sont vraiment de retour ou non. Eh bien, nous allons donc commencer. Bonjour encore une fois. Bienvenue de retour. Donc, nous allons ouvrir la salle pour que vous puissiez partager vos opinions. Bonjour, Adolfo. Quelles réflexions avez-vous partagées?
Quelles opinions avez-vous écoutées? Quel partage voulez-vous faire? Et si nous avons des questions pour Tommy et pour Lachman aussi, nous pouvons les poser également. Et rappelez-vous qu'ils ne sont pas obligés à répondre à ces questions. Ces questions sont posées dans la salle et quelqu'un d'autre peut aussi y répondre. L'idée, c'est d'avoir un débat sur la question de la décolonisation ensemble. Il ne faut pas se limiter aux opinions des experts. Il faut être toujours respectueux, aimable, cordial. Comme tu m'y as dit déjà, les politiques sont émotionnelles. Bonjour. Allez-y. Merci. Je ne vous écoute pas. Ah, maintenant, oui. Oui, maintenant, vous m'écoutez. Oui. Merci beaucoup de cette séance tellement inspiratrice. J'ai préparé quelques aspects que je voulais partager sur comment nous travaillons avec Menengage Europe comme en matière de l'interracisme comme partie du processus de décolonisation. Mais je pense que la première question qui se pose, nous sommes européens, nous appartenons au continent qui a été le responsable de la colonisation et avec laquelle nous luttons, au moins d'une large partie de ce processus de colonisation. La conversation jusqu'au présent s'est focalisée sur le rôle de Menengage et comme réseau et je pense que ce serait intéressant pour nous en tant que membres de Menengage en Europe de voir comment nous pouvons être de bons alliés, de bons partenaires. Il faut éteindre le micro de quelqu'un. Est-ce que nous pouvons éteindre ce micro-là? Donc, ma question serait, comment est-ce que nous pouvons être les meilleurs alliés, les meilleurs partenaires lors de ce processus de décolonisation globale? Car parce que nous continuons à être très déterminés par la centralité des donateurs. Et ensuite, j'aimerais partager notre propre lutte. Nous essayons de continuer à retrouver un processus d'interracisme pour plusieurs raisons, mais clairement parce que le racisme est est un problème en croissance dans nos pays et parce que nous constatons que les biais, les préjugés inconscients, le racisme, les dynamiques coloniales jouent un rôle très important dans nos structures internes, dans nos dynamiques internes. Nous avons tenu des réunions, nous avons créé une déclaration d'intention et nous essayons toujours de retrouver une voie à suivre. Et lorsque, comme il y a tant de dimensions dans le désir d'être redevable et de rendre des comptes dans ces dynamiques globales dans nos relations et en même temps le fait de voir qu'une partie de notre travail a été encadrée dans une perspective raciste. Les masculinités violentes sont toujours vues comme un problème des réfugiés qui viennent à nos pays. Et puis, nous voyons que nos propres structures conduisent au moins, par exemple, le comité des directions de Menengage est prédominantement blanc. Et donc, il y a plusieurs questions autour de tout cela, comment avancer
dans le monde global que l'on vient de discuter. Jusqu'à ce moment, je pense que ce serait bien de voir tout cela comme un challenge global et nous devons nous demander comment nous pouvons euh, accepter notre rôle en tant que réseau européen parce que tout en sachant qu'il y a plusieurs organisations qui ont beaucoup de problèmes, qui sont en train de tirer le diable par la queue. Et donc, euh, j'ai plusieurs questions et je pense que il faut se poser ces questions-là et je pense que cela devrait faire partie de la conversation globale au sein de Menengage. Et pour mes collègues européens du groupe de travail, du secrétariat, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Jens. Y a-t-il quelqu'un d'autre de l'Europe qui voudrait apporter ses commentaires? Non, d'accord. Merci. Ruben? Ruben, vous avez levé la main? Oui. J'aimerais partager quelques commentaires sur les dynamiques de pouvoir entre les hommes et les femmes dans des organisations qui visent à l'équité. Dans le trois fils de ce que Tumi a dit par rapport aux difficultés que l'on ressent au sein de Menengage. Lorsqu'il s'agit de fournir des retours d'informations aux leaders, aux chefs. Dans mon expérience personnelle, j'ai travaillé dans la masculinité, au sujet de la masculinité avec une organisation féministe. Il s'agissait d'une organisation lidérée par des femmes et au sein de cette organisation, il y avait des hommes qui travaillaient avec des hommes. Et dans cette organisation, les femmes n'avaient pas de problème pour dire, pour dénoncer des choses qu'elles retrouvaient comme patriarcales ou comme machistes. Il n'y avait pas de problème à ce titre. Mais je pense que cela est lié surtout avec les organisations lidérées par les hommes. Donc, la question à se poser ici, c'est comment est-ce que l'on peut créer une organisation lidérée par des hommes dans les bonnes conditions, surtout lorsqu'il s'agit d'une organisation qui lutte contre le patriarcat pour démanteler l'inégalité. Comment est-ce que l'on peut créer les bonnes conditions pour que les femmes puissent faire écouter leur voix? Merci de cette question. Donc, comment est-ce que l'on peut créer un cercle de retour d'information en toute sécurité? Et on ne parle pas que du retour d'information. Comment est-ce que l'on crée un espace pour la réparation? Parce que lorsque l'on parle de feedback, de retour, cela veut dire que les dommages ont déjà été faits. Donc, quel type de système est-ce que l'on peut créer pour lutter contre cela? Donc, feedback pour moi, ou bien retour, va de la main avec un espace de guérison. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs questions qui surgissent. Maintenant, j'aimerais parler de quelques commentaires. En premier lieu, je voudrais dire merci à toutes et à tous. J'ai lu quelques commentaires et traduit de manière automatique certains commentaires qui n'étaient pas dans ma langue. Il y a un couple de choses qui ont surgi et j'aimerais commencer avec la question posée par Ruben. Souvent, cela se pose dans la même conversation sur le co-leadership, le pouvoir partagé. Et
souvent, je me pose et je crois que cela se lit en commentaire mis dans le chat. Les actions parlent plus fort que les paroles. Et encore une fois, je pense que dans cet espace, dans le développement en général et non seulement au sein de Menengage, on rapidement décide ce que le cœur nous dit. Si le cœur nous dit qu'il faut faire un pari sur le co-leadership, nous allons vers cela. Mais la pensée vient plus tard, la rationalité vient ou se présente plus tard. Donc, le leadership commun est fait tout simplement parce que c'est une stratégie et agréable, parce que c'est comme une carte postale, d'accord? Donc, nous avons co-directeur, l'un est un homme, l'une est une femme, donc, mais le vrai travail n'est pas vraiment fait. Euh, Fréquemment, lorsque je vois des conversations sur les espaces communs, je me dis, OK, ça va, mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue pratique? Une femme dans une position de leadership, qu'elle soit partagée ou non, aura différents besoins si on la compare avec un homme dans une position de leadership. Donc, parfois, il y a des cadres femmes ou des responsables, des chefs ou des leaders femmes où l'organisation a accompli son quota. Euh, mais comment est-ce que je me présente dans cet espace-là? Voilà le point aveugle. Comme femme, je peux être un cadre, euh, une directrice, etc. Mais quel est ce que l'on demande de ma part et ce que je montre dans un espace commun et sera tout à fait différent. Et je crois que pour Menengage, c'est une opportunité pour que nous réfléchissions. S'il y a un compendium des espaces communs, quelle serait la contribution de Menengage à tout cela? Qu'est-ce que l'on peut définir ou comment est-ce que l'on peut définir comme espace commun d'une manière équitable? Donc, c'est ça que je veux dire. Un espace commun ou partagé ne sera pas commun jusqu'au moment de mettre le terrain de jeu au même niveau. Donc, il faut toujours savoir que les communautés ont besoin du genre euh, des concepts, ils doivent apprendre des concepts de base sur le genre, mais c'est nous qui devons travailler sur cela, au sujet de l'égalité. En termes des hommes travaillant dans des espaces féministes ou avec des femmes leaders, c'est très intéressant comme dynamique. Il y a des régions où le féminisme est avancé et a tellement progressé que les hommes qui entrent dans cet espace n'ont pas, ne sont pas temus, ils sont dans l'environnement correct pour que cela se passe. Il y a des espaces où le fait que les hommes prennent le recul féminine, féministe, c'est prématuré. Alors, il faut considérer que les espaces, les contextes sont importants dans la décolonisation, mais où nous prenons des déclarations telles que les hommes féministes ou la campagne lui pour elle, mais quand nous comprenons où cette campagne, par exemple, je me rappelle une fois où, où on avait une conversation très intellectuelle et ah, moi, je lutte avec le concept de homme en tant que féministe parce que la barre est tellement basse pour que quand les hommes prennent une approche féministe, bon, si un homme dit, ah bon, vous voulez être féministe? Oui, voilà, votre t-shirt, allez aux manifestations, on va vous prendre une photo, vous êtes féministe, vous avez être suivi. Mais en tant que femme, être féministe n'est pas tellement facile comme nous mettre le t-shirt de féministe. C'est pour cela que Menengage a tellement de potentiel pour décrire comment les entrées ou les barrières au féminisme ou à l'égalité des genres ou à l'équité, que ce soit
doivent évaluer au-delà de la configuration patriarcale coloniale. Il faut reconnaître que même en tant que collectif, nous devons des fois soutenir des campagnes qui sont par nature problématiques parce que les points d'accès pour les hommes et les femmes sont très différents et la barre est plus basse que pour les autres. Et dans cet aspect, je pense que comme Jens a dit, les pensées qui se passent en Europe, j'ai toujours cru que il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui savent qui ont les privilèges, qui refusent les privilèges, mais qui veulent bénéficier de ce privilège. Il y a les personnes qui ont les privilèges, mais ne font rien par rapport à cela. S'il y a un débat qui est ce n'est pas un je ne suis pas raciste, non, ça va pas bien. Il y a les autres qui reconnaissent le privilège et qui l'utilisent pour changer la narrative et je pense que ce que l'Europe est en train de faire, ce que Menengage Europe est en train de faire et ce que toute cette série sur la décolonisation que vous avez organisée est peut-être une reconnaissance que toute constitution qui amène les hommes reconnaît le privilège que les hommes ont et alors utiliser ce privilège pour changer le status quo. Si Meningage avait dit: «Bon, he for she est problématique, parlons de comment il est facile pour les hommes de prendre la les rotules féministes». C'est là l'approche aurait changé. Il faut réfléchir des fois. On ne peut pas être né dans les privilèges, mais il faut utiliser les privilèges pour changer les choses. Et le dialogue, les conversations, écouter sont des manières, mais aussi il ne faut pas penser que le retour est une attaque pour les personnes, mais que c'est la manière de travailler collectivement pour répondre à un système. Et he for she est un exemple parce que je vois comment, même dans la communauté, c'est littéralement signer un petit papier, mettre une t-shirt et on va être un champion du féminisme. Mais d'un point de vue pragmatique et comme praticienne qui a travaillé dans les communautés, j'ai l'impression que comme féministe, la vie n'est pas tellement facile comme pour nous, hein, comme en tant que féministes, en tant que femmes féministes. Alors, si les hommes veulent prendre le langage du féminisme, des transformations des normes sociales, c'est très bon de créer un environnement pour que cela se passe, mais il ne faut pas perpétuer ça en faisant que quelques-uns entrent de manière facile et pas les autres. Et il faut informer les donations des bailleurs de fonds. Les privilèges ouvrent des portes en tant que personnes qui ont le langage et la race pour ouvrir les portes, pour avoir une réunion avec un groupe de personnes spécifiques. Ce qui est intéressant est qu'est-ce que le genre amène à cet espace? Pour moi, i il faut réfléchir qui n'est pas dans la salle avec moi, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce que quelles sont les difficultés que je dois surmonter pour ouvrir des espaces pour un meilleur engagement. Et je crois qu'il y a une opportunité pour nous tous et toutes pour admettre la position que nous avons et il faut explorer les manières dont nous pouvons amener ça au débat. Mais c'est ce que cela ne veut pas dire et que pour écrire des discours pour les gens qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne parlent les langues principales, j'ai des problèmes dans des réunions de bailleurs de fonds et quand on me dit: Je vais vous dire ce que vous devrez dire». Non, ce n'est pas ouvrir des espaces, c'est créer des clones et de perpétuer la colonisation de la manière dont on parle dans une salle de réunion. Il y a notre espace dans Benengage a un grand potentiel pour défaire cela.
des identités, toutes les identités sont importantes. Il ne faut pas préparer des discours pour que les gens parlent d'une manière correcte. Il faut créer des espaces pour que les gens puissent entrer dans une salle de réunion et qu'ils soient leur plus authentiques possible. Ce sont des idées que je voulais partager autour de ces aspects. Merci infiniment, Tumi. J'entends beaucoup d'intersectionnalité ici et je entends beaucoup d'appels disant arrêtons d'utiliser des t-shirts et prendre des photos. Faisons le travail dans les bases. Si vous ne faites pas le travail dans les bases, il ne faut pas faire des campagnes. Et cela va créer un espace de disconfort et cela va créer de la violence parce que les gens peuvent se sentir blessés par ce qu'ils voient. Il y a eu des fois où nous faisons seulement les choses du point de vue intellectuel, mais nous devons faire les choses aussi depuis les pensées de base et, et nous devons soutenir notre travail avec de l'action. Il faut utiliser et savoir comment utiliser les privilèges que nous avons. Cela nous rappelle les sessions de pouvoir et rang. Il faut savoir comment utiliser ces privilèges et pour quelle cause on utilise ces privilèges. Il y a beaucoup de conversations intéressantes qui se passent dans le chat aussi. Je ne vois pas de main levée. Si vous avez des choses à raconter ou un commentaire, un processus à raconter, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Oui, je voudrais intervenir aussi. Merci, Toumi. Il faut l- s'asseoir à parler de ça. Pour moi, je vous entends, Toumi, et on va s'asseoir avec eux pour voir qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Mais parlant de la question de hommes versus contre femmes, un point que j'aborderai cette perspective de décolonisation est que oui, il y a une dynamique patriarcale, mais de plus, il y a des, points d'intersectionnalité aussi. Ce n'est pas seulement les hommes contre les femmes, mais il s'agit plutôt de pouvoir, comme on a mis dans le chat avant. Il faut démanteler les pouvoirs. En tant que man engage, il est moment de penser dans notre groupe régionaux, quand nous parlons de leadership, et on dit, bon, c'est l'espace d'hommes. Les hommes doivent être dans le leadership. Et nous, par- nous parlons de cette mentalité, les hommes doivent être dans le rôle de leader. Bon, nous défions un peu et nous devons admettre ici, en tant que man engage, à ce moment, nous avons des individus femmes pour la première fois. C'est un moment et les femmes du sous-global. C'est aussi créer et marcher dans ces espaces de cette manière. Les défis, les types d'organisation qui se passent à niveau national, régional ou mondial. Et comme nous disons, nous sommes un modèle décentralisé. Nous ne sommes pas un, un modèle de ONG et nous ne voulons pas devenir un ONG en tant que Menengage. Il faut réfléchir à niveau national et régional. Vraiment, est-ce qu'il y a eu
un défi aux structures patriarcales à niveau national. Hier, il y a eu un commentaire et j'ai vu un commentaire dans le chat aussi, parce qu'on a l'impression qu'on a créé une institution qui est patriarcale en termes de la manière dont elle est structurée. Et on pense, bon, amenons les femmes au débat et cela va se résoudre. Et ce n'est pas tellement facile en termes de décolonisation. Défier l'institution patriarcale et le paradigme patriarcal n'est pas si facile. Et dans ce regard, Maningage aussi actuellement un modèle de co-directorat, c'est-à-dire à un point, nous avons eu une directrice du secrétariat mondial aussi, Yonis ici, et nous avons évolué pour avoir un modèle de co-directorat. En tant que Maningage, la raison pour dire tout cela est qu'en tant que Maningage, devons marcher dans notre leadership que nous voyons à niveau régional et mondial. Et cela, il faut le faire avec des opportunités significatives de leadership. Il faut défier les cultures à laquelle on est habitué et d'amener une culture anti-patriarcale, anticoloniale à nos espaces. Comment on le fait? Bon, il faut le réfléchir. Il faut y réfléchir. Et le fait que cela se passe à niveau national, régional aussi, et on ne parle pas seulement à niveau hiérarchique. Non, c'est un moment où nous devons avoir cet regard critique. Dans ce débat, nous renforçons les binaires de genre continu, continuellement. Le binaire de genre est une construction patriarcale et coloniale. Nous devons défier cette compréhension si nous voulons nous décoloniser. Toute décolonisation a cet agenda. Nous devons défier cet binarisme, cet autrisme des identités que les hommes peuvent ne pas entrer dans cette narrative coloniale. Et comment Menengage peut défier cela? Euh, si nous regardons à l'extérieur, nous devons regarder à l'intérieur aussi. J'ai l'impression, comme maintenant je suis venue d'un niveau pays et maintenant à niveau mondial, nous devons réfléchir de manière critique et voir d'où cela vient, la manière dont on se structure nous-mêmes, dont nous traitons nos espaces, et il faut penser différemment. Merci infiniment, Laxman. Wow! Vous êtes entré en telle profondeur et le temps nous presse. Bon, je ne sais pas si je vais prononcer le nom correctement. Srikuma. Merci, merci infiniment. Je parle depuis l'Inde. Je travaille dans les masculinités avec les jeunes hommes. Les conversations des derniers 2 jours sont arrivées à une compréhension du fait que le financement au niveau mondial et comment cela nuit ou comment cela touche à notre travail. Mais je voudrais prendre un point de vue un peu différent. Voilà mes observations travaillant dans le terrain. D'abord, quand nous cherchons la décolonisation de connaissances, il y a dans la partie nord de l'Inde, on dit que au nom des connaissances traditionnelles, on essaye de revenir à la tradition. C'est une réaction négative par rapport aux espaces féministes. Moi, je fais partie, je lidère mon propre espace féministe et
Dans nos réunions, nous discutons sur des penseurs qui défient ces idées. En Inde, nous avons une approche différente, mais nous nous concentrons sur le brahmanien où l'on concentre la plupart le pouvoir patriarcal et les interprètes s'excusent parce que le son n'est pas très clair. On ne peut pas comprendre très bien. Nous amenons au débat l'accès au passé quand nous parlons de décolonisation. L'interprète s'excuse, l'audio s'entrecoupe. Votre son n'est pas très bon, Sri. Nous n'avons pas très bien compris. Nous l'avons perdu. Est-ce que c'était moi ou est-ce que tout le monde l'a perdu? Nous l'avons perdu. Allô? Pour résumer mon point et ce que je voulais dire est que nous devons en termes de réactions négatives, nous avons les forces fondamentalistes religieuses de droite qui se sont entremêlées dans des espaces féministes qui sont constamment sous l'attaque, à moi, dans l'espace où je participe. Nous avons besoin d'un mécanisme de soutien beaucoup plus ample. Moi, je suis nouveau aussi dans l'organisation et j'essaie de voir comment tout fonctionne. Mais j'ai travaillé avec des étudiants des écoles la dernière année et on voit des attaques, même physiques, en plus d'attaques dans les médias. Voilà ce que je voulais partager dans ce débat. Merci de m'avoir entendu. Merci de nous avoir donné du contexte dans les différentes régions. Et nous ne pouvons pas avoir une seule solution. Nous devons considérer les différents contextes des différentes régions et cela requiert beaucoup de travail, beaucoup de patience pour pouvoir nous soutenir les uns les autres. Yoni, vous êtes la suivante. Merci. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Merci à tous et à toutes d'avoir partagé vos opinions. En général, je me sens un peu en conflit sur s'il faut dire certaines choses. Donc, quel est un rôle utile pour moi? Ce serait la question à me poser. Je suis toujours en conflit au moment de savoir si je dois parler ou bien si je dois rester en silence ou me taire, mais je veux prendre la responsabilité aussi. J'espère que tout le monde a eu la possibilité de voir la citation de Amwell dans le chat. Je pense que elle est très adéquate à la conversation. Maintenant, il a dit que la reddition de comptes ou la redevabilité est liée à l'éthique, à une manière de communiquer les uns avec les autres. Tout au début de la conversation, j'ai écouté les différentes réflexions sur ce que nous faisons ici à Menengage et je pense que nous avons beaucoup travaillé pour
développer la partie technique liée aux dynamiques du pouvoir pour travailler sur le patriarcat ou bien sur la colonisation. Et je crois que nous, on a adopté une perspective intersectionnelle. À ce moment-là, on ne l'appelait pas comme ça, mais je pense que c'est important de diversifier le leadership et de s'assurer que que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui interviennent. Je pense qu'il faut donner davantage d'opportunités à plus de personnes pour qu'elles puissent représenter aussi l'alliance. Et nous devons nous concentrer sur la redevabilité, surtout dans le mouvement féministe. On en a toujours parlé. Et également le processus pour articuler les valeurs et les principes n'est-ce pas? C'est un autre aspect et j'ai ressenti que bien que nous avions résolu cet aspect-là, il y avait des aspects qui se passaient assez mal de façon quotidienne, beaucoup de soucis que nous avions. Donc, c'est pour ça que j'ai retrouvé un écho dans ce que mon collègue a dit parce que Heu, finalement, lorsque l'on articule tout cela, voilà, c'est important, cela a une certaine valeur, mais il s'agit surtout de voir comment on peut énoncer ce que l'on dit lors des conversations et quelles sont les alternatives pour le leadership. Parce que il y a toujours un certain leadership dans nos espaces. Donc, quel modèle est-ce que nous utilisons? Comment est-ce que nous nous relationnons? Quel rapport est-ce que nous avons les uns aux autres? Donc, voilà les leçons apprises pour aujourd'hui. Merci Yoni. Nous avons 5 minutes davantage. Nous avons en fait 6 minutes de plus. Donc, si vous avez un dernier commentaire, quelque chose que vous aimeriez partager urgemment, peut-être quelqu'un qui parle une autre langue qui ne soit pas l'anglais, quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Eh bien, le silence est bon aussi. Nous avons beaucoup parlé déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de matière pour la réflexion et bien que et il y a des questions qui n'ont pas encore retrouvé leur réponse, mais ça va bien, pas de problème. Bianca, Magali, oui, allez-y. Je vais parler en espagnol si c'est possible. Oui, allez-y. Oui, sur Ruben a posé une question assez intéressante, en fait. Dans une organisation lidérée par des hommes, qui est différente de celle lidérée par les femmes, comment est-ce que l'on peut réussir à produire un changement? Parce que, comme on a dit, les femmes avec lesquelles il travaillait n'avaient pas de problème d'y faire face ou de faire face à leurs collègues hommes et elles le faisaient très directement et c'est ça l'expérience que j'ai eue au sein des organisations féministes aussi et j'ai beaucoup noté la différence, un aspect que j'ai éprouvé dans des organisations lidérées par des hommes qui veulent devenir plus féministes. Une chose que j'ai vue, c'est que lorsque l'on et va à l'encontre, même agressivement, parce que parfois la confrontation a l'air d'être agressive. La réponse que l'on obtient du leadership plutôt patriarcal, on peut le recevoir aussi d'une femme, mais ils disent par exemple, mais ici on travaille autrement ou ici nous avons d'autres mécanismes. Donc, c'est une manière d'empêcher le changement. Car lorsque l'on écoute la critique, on n'écoute pas vraiment, n'est-ce pas? On dit: «Ah oui, oui, d'accord, oui, oui, je comprends, votre position, mais ici, on travaille autrement», ils disent. Donc voilà un des défis pour les organisations qui ont une culture, plutôt
coloniale est plutôt enracinée, c'est-à-dire il faut se permettre de dire ici on le faisait autrement jusqu'à ce moment, mais prenons l'opportunité de voir s'il y a une manière de changer la donne. Donc la vision et l'engagement que nous avons et où nous voulons arriver et va changer de cette manière parce qu'on va le faire autrement maintenant. Donc, il faut voir comment peut-on consolider où nous voulons arriver en matière de valeurs, des principes, comment nous nous sommes débrouillés jusqu'à présent et écouter les critiques, être prêt à écouter les critiques pour être prêt à changer parce que c'est comme ça que l'on va arriver plus efficacement au point d'arrivée. Donc, merci de votre question. Ce n'est pas une question simple, mais il faut y réfléchir. Merci, Ruben, de votre question. Merci, Magali. Nous sommes sur le point de mettre un terme à cette réunion. Merci à toutes et à tous d'avoir été ici dans cette conversation tellement difficile. Merci d'avoir y resté. Merci d'avoir partagé vos processus. Merci, Laxman. Merci, Tumi. Merci à tous et à toutes d'avoir partagé vos expériences personnelles. Je sais que c'est parfois difficile, mais vous avez tous parlé d'un point de vue honnête et avec la vérité. Ça fait partie du processus. Je vais passer la parole à Bianca maintenant. Merci Tumi, merci Lachman de votre participation, merci Nonto Kozo. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième journée de l'Assemblée de Men Engage. Demain, nous allons avoir la dernière séance. C'est une séance spécifique, exclusive pour les membres. Nous sommes sur le temps de cette réunion, donc je vais et nous, maintenant, on a l'option d'y rester, de rester dans cette réunion pour vous rencontrer. Il n'y a pas un guide spécifique pour cette partie. Il n'y a pas de guide spécifique pour cette partie de la réunion, mais vous pouvez vous rencontrer pour ou bien contacter un certain membre et par exemple, si vous savez qu'il y a un membre qui est aligné avec le travail que vous menez, donc je vais ouvrir les salles, les petites salles, les breakout. Avant de le faire, je voudrais dire merci à tous. Nous allons clôturer cette réunion. Si vous devez quitter la réunion, pas de problème, mais je vais ouvrir les petites salles. Merci. Nous allons avoir l'option d'aller aux salles selon la langue de préférence. Si vous êtes tout seul dans une petite salle, vous ne serez pas seul pendant longtemps parce que les petites salles sont assez larges en fait. Donc, vous allez avoir les breakouts, les petites salles seront ouvertes pendant 15 minutes et puis lorsque l'on revient des salles, donc s'il y a quelqu'un qui veut partager les commentaires qui ont surgi aujourd'hui. Nous vous invitons, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez partager des commentaires avec d'autres membres, nous vous invitons à y rester. Ce n'est pas une obligation, c'est tout simplement une occasion pour mieux vous connaître. Et les uns les autres, merci. Nous espérons de voir les membres demain. Et je vais ouvrir les petites salles pour que vous puissiez choisir quoi faire. Merci aux interprètes. Oui, bien sûr, merci aux interprètes. Merci. Au revoir.